Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo où que je vous fais des suggestions de lecture. Et il y en a pas mal. Il y en a pas mal effectivement. C'est c'est 23 livres, je pense, qui est séparé en 9 catégories. Et on a une dixième aussi, mais qui est pas vraiment des livres, qui est plus des animes que j'aimerais vous recommander. Bon, gardons cette optique à l'esprit, que j'ai envie de vous faire découvrir qu'est-ce que j'ai découvert moi-même en gros. Bon, on va commencer avec la première catégorie, la fantasy pure. En gros, c'est quoi la fantasy pure? C'est tout simplement un monde inventé, tout simplement. Par exemple, si je pouvais faire un exemple bien rapide, Eragon. Eragon, c'est... ou clairement le Seigneur des Anneaux, en fait. Le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment le meilleur exemple que je peux vous donner pour de la fantasy pure. Ça se passe dans un monde complètement inventé. Donc, l'auteur, il crée totalement un monde de toutes pièces, tout comme Tolkien a fait. Ouais, je prends le Seigneur des Anneaux en exemple parce qu'il est pas dans ma liste. Ben, en même temps, c'est un grand classique de la fantasy pure. Vous l'avez probablement déjà lu. Ou vu les films. Ouais, les films sont vraiment beaux, allez les voir. En DVD, parce qu'on peut aller voir au cinéma. En tout cas, ça serait cool de se faire projeter des classiques de même au cinéma. Ça leur ferait un petit peu plus d'argent. Bon, dans les moutons. Bon, pour la fantasy pure, c'est fait. Il n'y a pas d'autres caractéristiques par rapport à cette catégorie-là. La magie à prendre pas mal. Ouais, ça se rapproche un peu du merveilleux. C'est des catégories proches. Ensuite, en cette deuxième catégorie, nous avons la fantaisie urbaine slash fantastique. Je les mets les deux ensemble parce que les deux, ça peut être un peu difficile à les différencier. Ben sinon, la fantaisie pure, c'est... non. La fantaisie urbaine. Pardon, c'est tout simplement le monde normal et le monde magique qui interagissent ensemble, qui est dans le même monde. Meilleur exemple possible, Harry Potter. T'as le monde des Moldus qui est le nôtre et le monde de Poudlard qui est juste à côté. Tu vas en Écosse, tu passes le petit charme magique puis t'es rendu à Poudlard. T'as pas de voyage à travers un portail à faire. T'as juste à te rendre là. C'est là, caché dans notre monde. Et le fantastique, la principale différence avec la fantasy urbaine, ou la fantasy tout court en fait, c'est tout simplement la magie. Dans la fantasy urbaine, t'as la magie qui englobe pas mal tout l'univers et tu te sens rassuré par elle. Tu te dis, ouais, je vais finir par y arriver parce que je sais que j'ai la magie avec moi. Pour le fantastique, c'est un peu différent. Pour le fantastique, t'as zéro magie. C'est, comme j'ai dit, la principale différence avec, c'est pour les reconnaître. T'es pogné pour battre des bébites, mais t'as rien. C'est comme un roman que je vais vous parler dans cette section-là, que c'est Kara Hunsun et les vampires. Okay. Kara Hunsun, c'est une policière qu'elle a comme arme son pistolet. Tu imagines essayer de tuer des bébites avec seulement ton pistolet, bah c'est pas mal ça. Il faut que tu battes les ennemis qu'il y a devant toi avec ce que t'as. C'est-à-dire ton pistolet dans le cas d'une policière. Ça peut être intéressant sur certains points de vue. Comme par exemple la série Missy Thompson. Tu veux vraiment un côté fantastique et adulte, bah t'es servi, c'est clairement ça. Bon, ensuite, on passe à la prochaine catégorie, le monde parallèle. Qui est assez facile à comprendre. C'est comme j'ai dit tantôt, tu prends un portable, il te trouve dans notre monde et voilà. Le monde normal et le monde magique sont tout simplement séparés. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est Narnia. Après tout, il passe par l'armoire au début, il se rend dans l'autre... dans le monde de Narnia. Dans le deuxième, c'est tout simplement... il y a une... Parce que c'est montré dans le film que c'est genre ils sont dans la gare, puis 2 minutes après, ils sont dans une grotte en sortant, puis ils voient Ker Paravel. Ça, c'est le monde parallèle. C'est pas si compliqué que ça. La prochaine, c'est la catégorie mythologique. Mythologie. Ça revient même. C'est simplement le monde mythologique et le monde moderne qui interagissent ensemble.
Le meilleur exemple que je peux donner, c'est effectivement Percy Jackson, qui est dans ma liste, mais on y reviendra. En fait, c'est tout simplement le futur des mythologies. T'as dans le passé tout ce qui s'est passé dans la mythologie, par exemple dans Percy Jackson et toute la mythologie grecque, et ensuite t'arrives à l'époque où l'histoire commence, donc l'histoire de Percy Jackson. T'as les dieux qui interagissent avec le monde moderne, et ça fait un peu leur futur à eux. Les aventures qui arrivent, c'est un peu le futur de la mythologie. Je sais pas si vous comprenez. En tout cas, c'est clair dans ma tête. Alors j'espère que c'est clair pour vous aussi. Bon, ensuite, la catégorie que j'appelle le passé, mais on sort de la fantasy puis on rentre dans le roman historique. Oui, comme vous l'aurez pas remarqué, mes intérêts se composent à la fantasy et l'histoire. Et j'ai un peu aussi de réalisme, on y reviendra. Bon, la première catégorie histoire, nous avons le passé. Donc, tout simplement, l'histoire avec le personnage principal se passe à une époque antérieure. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est... Tiens, Léonis, il a peut-être plus populaire que les autres. L'histoire se passe à l'Égypte ancienne. C'est pas plus compliqué que ça. Tu suis le personnage alors qu'il vit à l'époque de l'Égypte ancienne. Ce qui est assez cool, en fait, parce que tu peux... c'est littéralement un voyage dans le temps, en fait. Parlant de voyage dans le temps, j'ai aussi une sous-catégorie dans le passé qui s'appelle justement le voyage dans le temps. Que c'est pas plus compliqué que ça, c'est juste des personnages du monde, de notre époque à nous qui se rendent dans une époque antérieure donnée, genre l'Égypte ancienne, la Chine antique, ce que vous voulez. La Chine antique, est-ce que ça se peut? Ben, la Chine du Moyen-Âge, probablement que c'est comme ça. Et, bon, je vais vous parler plus en détail dans cette catégorie quand on sera rendu là. Ensuite, la prochaine catégorie historique, nous avons le présent. Donc, c'est tout simplement le personnage principal qui évolue aujourd'hui puis qui il part à la recherche il entreprend une quête pour chercher un objet du passé. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est... Par exemple, une jeune Québécoise qui, par la force des choses, se retrouve à rechercher le trésor des Templiers. Pas plus compliqué que ça. Le trésor des Templiers, l'Atlantide, des trucs en Égypte, ça reste pas mal là-dedans. Et c'est assez le fun aussi. Et d'ailleurs, j'ai le projet d'écrire un roman à peu près dans cette catégorie-là. Mais il n'est pas encore écrit, donc on va se concentrer sur les autres avant. Hein? Ensuite, nous avons la catégorie... Ah! Je viens de me rendre compte une chose. Ma section du voyage dans le temps est justement dans la section présent et non dans le passé. Quoique, quand on y pense, c'est un peu des deux. Hein? Quoique, sur ma feuille, je l'ai mis dans la catégorie du présent. Bon, ensuite, nous avons ce que j'appelle l'après-USA. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'histoire se passe ce qu'il y a après les États-Unis, mais ça, c'est juste de la fiction, hein? Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est justement Hunger Games. Hunger Games, ça se passe après les États-Unis. En tout cas, tu vois une carte panem, tu vois pas que c'est le Canada puis les États-Unis. C'est... Ben, c'est pas vraiment post-apocalyptique, parce que j'aime pas vraiment ce genre de roman-là. Mais c'est les trois romans que je vais vous parler. Ça rentre pas mal dans ce que j'appelle l'après-USA. Il y a... Bon... Le seul caractéristique qui les relie tous les trois, ça serait justement l'après-USA, mais aussi technologie un peu mieux, mettons. Je sais pas. On y reviendra quand on sera rendu là. Ok, avant-dernière catégorie, nous avons le romantique. Ah oui, il me manquait un mot, c'est ça. Le réalisme romantique. C'est... Ben, comme ça le dit dans le nom, c'est des histoires d'amour de la vie de tous les jours, que n'importe qui pourrait vivre, même moi. Le meilleur exemple, ce serait justement les biblioromances, que c'est quand même une grosse catégorie, mais c'est juste des petits livres, genre des petits livres pour ados, probablement. Que c'est tout simplement c'est une romance. Une romance plutôt normale qui se forme entre deux personnages. Pas plus compliqué que ça. Et ensuite, nous avons la dernière catégorie, les bandes dessinées.
japonaise / normale. Que dans cette catégorie-là, j'ai placé juste des mangas, mais j'ai aussi une mention spéciale pour une BD en particulier. Bon, dans cette catégorie, on va parler seulement de 3 genres. Seulement 3 genres, donc nous avons le shoujo, le shonen et le seinen. Non, je parlerai pas d'une certaine catégorie. Oui, vous autres, vous savez exactement de quelle catégorie je parle. Ben, j'en parlerai pas. C'est parce que j'ai aucun manga qui me plaît dans ces catégories-là, vous comprenez? Donc ça me sert un peu à rien d'en parler. Donc on va se concentrer uniquement sur le shoujo, qui est techniquement roman pour manga pour filles, shonen manga pour garçons, et seinen que c'est une histoire un petit peu plus mature puis qu'on exploite plus de thèmes que seulement garçons et filles. Bon, ben, on commence avec la première catégorie, la fantasy pure. Bon, on embarque aujourd'hui avec la fantasy pure. Donc, nous avons quelques livres dans cette catégorie. En juger par la feuille que j'ai ici, on va commencer par le premier de la liste. Donc, il est juste ici. Il s'agit de Éon et de son deuxième tome, Éona. Bon, oui, c'est sûr que c'est à l'envers, mais bon. Et voilà. Donc, l'histoire de Éon, c'est pas compliqué. Tu mélanges Mulan et les signes zodiaques chinois. Donc, qu'est-ce que je veux dire par Mulan? C'est tout simplement le fait qu'elle se travestit pour aller dans l'armée. Bon, dans ce cas-là, c'est ni pour sauver son père, ni pour sauver son honneur, ni d'aller dans l'armée. C'est pour autre chose. Je vais tout simplement lire ce qu'il y a à l'endos du livre pour être vraiment fixé. Éon est le 12e dragon. Ah, et pour info, Éon et Éona, c'est les titres en anglais. Et Éon est le 12e dragon et Éona est le collier des dieux est le titre en français. Donc si vous voulez le lire en anglais, parce que l'original est en anglais, c'est pas plus compliqué, trouver Éon. Bon, allons-y. Au cœur d'une Chine impériale mythique, Éon s'entraîne avec d'autres jeunes garçons pour être choisi comme apprenti par l'un des 12 dragons qui protègent le pays. Dans un monde de fausses identités et d'alliances incertaines, mais aussi d'amitié loyale, parviendra-t-il à préserver son dangereux secret? Un récit fascinant, une aventure flamboyante qui rappelle le clan des Otori de Liam Elm. Bon, sinon, vous l'avez deviné, quand j'ai dit Mulan, ça veut dire probablement une fille qui se travestit. Pour quelque chose. C'est pas un spoil, on sait tout de suite que c'est une fille. D'où le deuxième tome, Éona, que c'est son nom de fille. Donc, c'est pas plus compliqué. T'enlèves le A, tu fais un nom de gars, c'est pas pire. Surtout que elle a 16 ans, mais elle se fait passer pour un gars de 12 ans. Qui sait? Ça pourrait marcher. Ben, ça marchait effectivement. Ouais, et pour ça, elle a dû subir un accident de la part de son maître. Ouais, parce que ça expliquait au début qu'elle était esclave dans une saline, je pense. C'était vraiment pas drôle. Ouais, ce livre nous apprend beaucoup sur ce genre de sujet-là. Il y a aussi le sujet de la transsexualité, que ça s'appelle, là-dedans. Et on voit aussi que c'était pas mal tabou à l'époque, mais tu vois bien que le personnage est quand même fort, là. Et je l'aime bien aussi. Il y a aussi la petite citation que l'auteur a donnée. Bon, l'auteur, c'est Alison Goodman, de l'édition Pulp Fiction. Bon, il y a plusieurs éditions aussi. Bon, je vais vous lire le petit commentaire que l'auteur a laissé dans son inspiration pour créer Éon. J'ai eu l'idée d'écrire Éon après avoir lu l'histoire d'un empereur qui a ordonné à ses maîtres feng shui de lui construire un palais de la chance et qui les a tués dès qu'ils ont eu terminé. Ça a été le déclic. J'ai attrapé un stylo et c'était parti. Bon, déjà, c'était assez rough déjà en partant quand tu veux tuer tous ceux qui ont construit ton palais pour éviter que personne le sache. Ouais. Ben, c'est vrai que on est pas mal là-dedans aussi, hein. Ah oui, puis les descriptions du palais, c'est malade. On s'y croirait, là. Dans notre tête, évidemment. Effectivement, j'ai oublié un peu l'intro. Bon, c'est pas grave, je vais la reprendre ici.
Qu'est-ce que je veux dire par intro, c'est tout simplement... En ce moment, c'est juste impossible de voyager par la manière habituelle. Mais c'est bien une chose qu'on peut faire à ce moment, c'est bien lire. Parce que lire nous permet de voyager. Pas seulement de voyager à notre époque, mais aussi à d'autres époques. Et c'est ça qui est vraiment le fun avec les livres. Bon, c'est tout pour l'intro. Je voulais juste entamer le sujet avec ça. Mais bon, c'est tout pour Éon. Je vous dis, je vous recommande vraiment là, ce livre. C'est... Vous aimez beaucoup cette atmosphère de la Chine, Mulan qui... Mulan, ouais. Vous l'avez compris, une fille qui se travestit pour quelque chose d'important. Vraiment. Allez le lire, c'est vraiment bon. Ouais. Quelque chose à rajouter? Oui, quand j'ai parlé des signes zodiaques chinois, c'est tout simplement parce que dans ce pays-là, les signes zodiaques chinois, ça en fait, c'est tous des dragons. Et c'est des dragons qui aident à protéger le pays. Et ils ont toute une signification. Et ici, on peut voir le plan du palais, que c'est juste énorme. Et en centre, on peut voir ce qu'on appelle le harem, que les nombreuses épouses, I guess, de l'empereur vivent toutes là. Ouais, sinon, c'est quoi un œil du dragon? C'est une personne spéciale qu'un dragon a choisi pour être son œil du dragon. C'est-à-dire qu'il y a une connexion qui se rapproche peut-être au parabataille dans la Cité des Ténèbres. Donc c'est vraiment une connexion quasiment mythique. Et ben l'histoire commence de même. Eona doit s'entraîner avec d'autres garçons pour être choisie par le dragon de cette année-là, c'est-à-dire le dragon-rang, pour se choisir un apprenti. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est... Ben ça dit que l'ancien maître, l'ancien œil dragon est décédé, alors c'est son apprenti qui prend sa place, donc ça, il prend un apprenti aussi, donc c'est comme ça se passe. Donc Eona / Éon va essayer de s'entraîner pour être choisi par le dragon rat, et une seule personne peut être choisie. Par contre, on va se rendre compte que il y a autre chose qui se passe, que ça se passe pas comme prévu. De toute façon, ça se passe jamais comme prévu quand on y pense, là. Bon, c'est tout pour ça. On enchaîne avec le deuxième livre, qui s'intitule Luna, Lève de lune, écrit par Élodie Tirel, une Française. J'ai une autre histoire qui a été écrite par elle, qui est aussi bonne aussi, et c'est d'édition Michel Quentin, juste en bas ici. Ben, je vous lis l'endos. La Cité maudite, qui est le titre du tome 1. Luna est une jeune elfe argentée qui a grandi au sein du meute de loups. Lorsque des guerrières drôles décimèrent sa famille... Non, déciment... étarse-toi le passé simple. Décime sa famille adoptive, elle se réfugie chez son mentor, le marécageux, qui lui relève les circonstances de sa naissance. Dans le but de retrouver sa mère, Luna entame un long périple qui l'amènera à Rasgarok, la cité souterraine des elfes noirs. Donc, drôle, les elfes noirs, c'est un autre mot pour désigner les elfes noirs. La jeune fille éprouve une grande répulsion en découvrant le marché des esclaves. Ouais, qu'il serait pas. Les ruelles sordides et les créatures maléfiques qui peuplent la cité Drô. C'est pourtant au plus profond de Rasgaroth qu'elle retrouvera sa véritable famille. C'est aussi au cours de ce voyage qu'elle fera la rencontre de Darkan. Je sais plus vraiment de Darkan, mais bon. Ouais, ça remonte à longtemps quand même que j'ai lu. Un elfe noir en mission. Tout oppose Luna à ce farouche guerrier. Pourtant, leurs destins vont bientôt s'entremêler, pour le meilleur et pour le pire. Donc, ouais, comme vous avez compris, c'est dans un monde peuplé d'elfes. Bon, il y a d'autres affaires aussi, comme les loups justement, mais c'est pas mal centré sur les elfes et tu finis par te rendre compte au cours de ta lecture qu'il y a beaucoup d'elfes. C'est vraiment une histoire d'elfes. Ou qu'elle rencontre plusieurs autres espèces d'elfes. En tout cas, c'est bon. La série se compte 12 tomes,
qui est petit de même et dont l'écriture se lit quand même bien. Bon, j'avais oublié de vous montrer l'écriture pour Éon, ce qui est pas mal la même chose aussi. Une petite... Quoique celui que j'ai entre les mains, c'est la version poche. Bon. Ouais, là... à peu près 260 pages. Cela se lit vraiment bien. En tout cas, moi, j'ai aimé ça et je les ai dévorés jusqu'au 12. Quoiqu'à ce moment-là, les livres, les autres tomes commençaient à sortir. Donc, j'ai dû attendre un peu. Donc, c'est pour ça que je me souviens plus ou moins de ce qui se passe. Mais, inquiétez-vous pas, les 12 tomes sont sortis. Allez vous les procurer, ça vaut la peine. C'est vraiment bon. Un petit commentaire. C'est ça, toute la description par rapport au royaume des elfes, tout ça, c'est vraiment bien fait. On s'y croirait vraiment, là. Bon, passons au prochain. Bon, le prochain, nous avons un grand classique que j'ai mentionné tout à l'heure, Eragon. Donc, voilà mon exemplaire d'Eragon, et comme que vous pouvez le voir, il est un peu en morceaux. Ouais, il est un peu en morceaux. Il est vieux, en fait. Je pense qu'on l'a acheté quand il est sorti. Maintenant, je sais pas. Oui, il est effectivement en morceaux. Donc, c'est écrit par Christopher Paolini. Ça a aussi été adapté en film, mais croyez-moi, le film, il est pas si bon que ça. Bon, c'est vrai que quand je suis allée voir au cinéma, je l'avais vraiment aimé, et ça m'avait donné envie de lire le livre. Sauf qu'en lisant ça, j'ai réalisé, mais non, c'est pas ça. Ils ont pas osé faire ça. C'est à croire que le réalisateur n'a pas lu les bouquins qui se comptent en 4 tomes. Et que chaque tome comporte un dragon différent et des couleurs différentes. Mais bon. Tu te dis, il manque des personnages, ça peut pas être aussi mal fait que ça. Apparemment, oui, ça fait partie de la génération où, après avoir adapté Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter en film, ils se sont dit, ben tiens, on va faire pareil, puis on va tenter de faire de l'argent. Dude, si tu veux faire pareil, fie-toi au livre. T'as besoin du livre et de l'auteur pour y arriver. Et fais-le pas à ta sauce. Ça va déplaire totalement aux fans. Suis ce qu'il y a dans le livre et tout va bien aller. Mais bon, voilà, une chance. L'auteur se rattrape avec sa deuxième série qui est plus d'un genre de science-fiction que ça me plaît pas vraiment. Mais bon, si j'ai la possibilité de le faire, je vais vous faire une adaptation meilleure que la première, ça c'est sûr. Bon, je vous lis l'histoire pour se mélanger dedans. Un garçon, un dragon, une épopée. Ouais, c'est avec des trop petits points. Voilà bien longtemps que le mal règne dans l'empire de l'Alagésia. Et puis un jour, le jeune Eragon découvre au cœur de la forêt une magnifique pierre bleue étrangement lisse. Fasciné et effrayé, il l'emporte à Carval. Oui, je me rends compte que je l'avais tout le temps prononcé pas comme il faut. Le village où il vit très simplement avec son oncle et son cousin. Il n'imagine pas alors qu'il s'agit d'un œuf et que Dragon, porteur d'un héritage ancestral, aussi vieux que l'Empire lui-même, va en éclats. Bon, ok, j'avoue, toutes les scènes avec Saphira, c'était beau. Les effets spéciaux étaient quand même beaux, mais je veux dire, respecte un peu l'histoire. C'est bien beau, les effets spéciaux puis les plans, mais suis un peu plus l'histoire. C'est tout ce que j'ai à dire. L'Empire lui-même va éclore. Très vite, la vie d'Eragon est bouleversée. Contraint de quitter les siens, il s'engage dans une quête qui les mènera aux confins de la Légésia. Armé de son épée et guidé par les conseils de Brom, le vieux conteur, qu'on se rend compte que il est pas ce qu'il prétend être. Eragon va devoir affronter avec son jeune dragon les terribles ennemis envoyés par le roi dont la malveillance démoniaque ne connaît aucune limite. Donc les Zurga. Je vais me tromper avec un autre ennemi. Eragon n'a que 15 ans, mais le destin de l'Empire est désormais entre ses mains. Ouais, souvent les héros sont un peu jeunes comme ça. Bon, c'est pas mal ça pour le résumé. En tout cas,
Pour ceux qui ont aimé le film, je vous recommande de lire le livre. Vous allez découvrir plein d'affaires que vous saurez pas. Et vous allez comprendre un peu plus cet univers-là. Bon, maintenant, c'est sûr, tu le livres et forcément, tu vas comprendre plus d'affaires parce que c'est écrit et non vu avec des images. Parce que j'ai l'impression qu'ils l'ont fait pour les fans d'Eragon. Parce que je pense que c'est un peu comme ça aussi. Des fois, ils ont pas le temps de placer l'intrigue et de raconter un peu ce qui se passe. Donc, ils l'ont fait le film pour les fans qui se connaissent l'histoire. Comme ça, ils pourront se repérer. Mais en fait, c'est pas du tout ça. On devrait faire un film pour les fans et aussi pour faire découvrir la licence. Et donc, pour aider l'auteur d'acheter beaucoup plus de livres. Ce n'est que mon humble avis. Bon, voilà pour Eragon. As-tu autre chose à préciser? C'est quand même une bonne brique, d'à peu près de 400 pages. Non, même pas, de 600... Non, même pas, quasiment 700 pages. Mais ça se lit bien, t'es pas mal dans l'univers de la fantasy pure, les dragons, les épées, les combats, t'es pas mal dedans. Mais je dois avouer que pour des gens qui commençaient Attends, est-ce qu'ils commençaient là-dedans? Je sais pas. Mais je dois avouer que moi, j'avais quand même aimé le film. Donc le film, il y a quand même des bons points positifs. Des bons points positifs, ça revient au même. Il y a quand même des bons points. Mais les mauvais points sont... Il y a plus de mauvais points que de bons points. Mais bon. Lisez-le, ça vaut vraiment la peine. Ensuite, on enchaîne avec L'apprenti d'Araluen de John Flanagan, écrit par un Australien. Donc, oui, j'ai pas mal un peu de tout. J'ai du québécois, j'ai du français, britannique, États-Unis et Australie. Je m'en fous pas mal de quel endroit il vient. Bon. C'est une série qui a 12 tomes, je pense. Comme je suis encore en train de la lire, je suis rendue au tome 7. Ouais, qu'est-ce que je fais en ce moment au niveau de ma lecture, c'est que je lis 2 séries à la fois. Je lis L'apprenti d'Araluen et une autre que je vais vous parler plus tard. Bon, ben, je vous lis ça. Will rêve de devenir chevalier, comme son père, mort en héros au combat. Mais c'est un tout autre destin qui lui est réservé. Il sera désormais l'apprenti du sombre Halt, un rôdeur au pouvoir troublant. Donc, rôdeur, ranger, c'est pas ma même chose. En fait, ranger, c'est le mot en anglais. Pour vous dire l'idée. Un rôdeur au pouvoir troublant, défenseur secret du royaume d'Araluen. Pour parvenir maintenir la paix du domaine, Will doit apprendre la magie de la dissimulation et devenir une ombre parmi les ombres. Et il lui faut faire vite car les montagnes désolées de pluie et de nuit murmurent que Morgarat, Noir Seigneur et Baron Félon, ça rime, serait de retour. Et il compterait bien reprendre le pouvoir par le feu et le sang. Donc c'est un peu le même principe qu'Eragon, sauf qu'il n'y a pas de dragon. C'est vraiment bon en fait. Dans chaque livre, on nous apprend un peu plus sur le royaume et tout ça. J'ai vraiment adoré. Par contre, je préfère vous avertir, ça se pourrait que vous trouvez ça un peu long de lire le premier, parce qu'après tout l'entraînement pis tout ça. Mais perdez pas espoir. Finalement, l'action va finir par venir et vous serez bien servi. Surtout à partir du tome 2. Du tome 2, l'arc commence et vous êtes parti. Qu'est-ce que je veux dire par arc? Parce que j'ai comme l'impression que la série est pas mal séparée en plusieurs arcs, parce que c'est pas juste... oui, il y a un certain ordre chronologique, mais... Comme par exemple, t'as le premier, t'as le deuxième qui commence un arc. Et pendant cet arc-là, il y a un arc qui se ferme, l'arc Morgarat, parce que... C'est pas... c'est un méchant parmi tant d'autres qu'ils vont devoir affronter. Et c'est aussi une histoire d'alliés, I guess.
Et ben, cet arc-là, qui commence à partir de 2, se finit au tome 4, à la fin du tome 4. Ensuite, tu commences avec le tome 5 avec un nouvel arc qui finit au tome 6, puis t'arrives avec le tome 7 avec une nouvelle aventure. Donc en gros, c'est pas mal ça. C'est... Ben sérieux, c'est vraiment bon, je vous le conseille vraiment. Ah, et pour ceux qui se demandent, oui, effectivement, il y a une romance. Ouais, j'en ai pas vraiment parlé, mais principalement dans tous les romans que je vais vous présenter, il y a une romance. Certaines est moins évidente que d'autres, mais elle est là. Pour ce qui est de la procédure annuelle, je l'attends encore. Je l'attends encore, oui. Bon, il s'est passé des petits trucs avec la fille du début, pourtant je suis vraiment pas... comment dire, je suis plus fan de Will avec une autre fille que cette fille-là. Je sais pas, je préfère l'autre fille. Dès que vous aurez su c'est qui, vous serez dit, ouais, là, ça a tendance à aimer les couples impossibles avec une personne qui peut pas être. Ouais. C'est comme ça, mais j'ai espoir que ça va marcher entre eux. Bon, on passe au suivant. On enchaîne ensuite avec Les Chevaliers d'Émeraude, écrit par Anne Romillard. Ah, ils sont ici. Bon. Voici le premier tome d'une saga qui en contient 12. Et c'est écrit par Anne Robillard, une Québécoise. Bon, ben, je vous lis ça. Bon, il y a 2 résumés. Il y a le résumé de la série en tant que telle. Ben, plus... peut-être un prologue, I guess, mais ensuite, le résumé de tome 1. Bon. Les Chevaliers d'Émeraude. Se déroulant dans un monde oublié et dans des temps lointains, cette épopée tumultueuse raconte l'histoire de Kira, l'enfant mauve conçu lors du viol de la reine Fan de Chola par Emma Cart. Oui, ça commence avec un viol, ouais. L'empereur noir. Les Chevaliers d'Émeraude devront mener de durs combats pour protéger cette petite fille, afin que s'accomplisse la prophétie qui verra la destruction de Mécart. Ouais, c'est plus qu'un prologue, en fait, c'est plus juste un résumé global. Et là, on enchaîne avec le résumé du tome 1. Tome 1. Le feu dans le ciel. Apprenant qu'un empereur noir s'apprête à envahir le continent de nouveau, le roi d'Émeraude, qui s'appelle Émeraude, oui. C'est intéressant. Soucieux de protéger tous les peuples d'Anquidiev, ressuscite un ancien ordre de chevaliers. De chevalerie, pardon. Choisis par leur nom particulier, dotés de pouvoirs magiques, donc c'est pas tout le monde qui peut être chevalier. Les nouveaux chevaliers d'Émeraude sont au nombre de 7. 6 hommes et une femme. Qu'on va découvrir pas mal en détail dans ce premier tome. Au moment où les compagnons d'armes se disent enfin prêts à combattre, la reine Fan de Chola demande audience à Émeraude Ier, comme je vous disais, il s'appelait Émeraude. Et lui confie Kira, alors âgée de 2 ans et encore inconsciente du rôle qu'elle sera appelée à jouer dans les futurs des hommes. Donc en gros, on demande à Émeraude Ier, prends-la, je suis plus en mesure de la protéger. En gros, c'est pas mal ça. Donc, Émeraude Ier l'adopte, ce qui est assez mignon en fait, parce qu'il a toujours voulu avoir des enfants. Ce jour-là, Wellan, le grand chef des chevaliers, tombe profondément amoureux de la reine. Ouais, ça on peut pas y échapper. Malheureusement, le royaume de Chola subira les attaques féroces des dragons dans l'empereur noir et tous les chevaliers, y compris la reine, seront massacrés. Donc non seulement l'histoire commence avec un viol, mais aussi avec un génocide. En même temps, ça motive les chevaliers à se battre contre la menace, quoi. Le cœur brisé, Wellan devra organiser la défense d'Anquidiev et repousser les forces du mal. Eh ben, c'est pas mal ça. Ouais, bon, c'est édition de Mortagne. Ça se lit bien, l'écriture c'est pas mal gros, ça va. Je dois avouer que certaines personnes doivent être réticentes à le lire parce qu'elles ont entendu parler qu'il y a beaucoup de personnages. Ouais, effectivement, dans les Chevaliers d'Émeraude, il y a beaucoup de personnages, donc c'est sûr que ça peut y être mêlant. Mais il suffit juste de se concentrer sur l'histoire et de s'en foutre pas mal de tous les personnages secondaires qui arrivent, parce qu'effectivement, vers la fin, il commence à avoir beaucoup de chevaliers. Ben, c'est tous des personnages secondaires. Il suffit juste de se concentrer uniquement sur les personnages importants et sur l'histoire, puis on devrait bien s'en sortir. C'est
pas la seule... Il y a pas seulement 12 tomes. Ben oui, dans cette saison-là, il y a 12 tomes, mais il y a aussi une deuxième saison avec... avec les héritiers d'Ankhitiep. Ce qui se passe... ça se passe 15 ans après. Ouais, 15 ans après la fin de la première saison. Donc... Ben, elle est bonne aussi, cette deuxième saison. Je vais vous dire combien de temps il s'est passé. Non, c'est pas ça. Ah! Le premier tome a été écrit en 2002 et la deuxième saison a été écrite en 2010, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Donc, il s'est passé 8 ans pour écrire la première saison. Quand même, 8 ans pour écrire 12 tomes. Je pense que c'est quand même un beau projet. Donc, c'est pas mal ça. Il y a aussi une troisième saison, mais franchement, je vous le recommande, mais pas du tout. Bon, si vous êtes curieux, vous pouvez le lire quand même si vous avez du temps à perdre. Bon, peut-être pas du temps à perdre, mais du temps à passer, si je pourrais le dire de même. Je vais vous laisser une image dans le coin, là. Ça prend tout de suite après la fin de la deuxième saison. C'est juste que, à mon avis, elle aurait dû juste finir ça là, la deuxième saison. Et ensuite, par rapport à la troisième série, elle aurait pu simplement mettre une fin digne de ce nom à l'histoire d'Ankhitiep et ensuite démarrer une autre histoire dans un autre univers avec les personnages qu'on appelle les Chevaliers d'Antares. À mon avis, elle aurait dû faire ça de même. Mais non, il a fallu que les personnages de Wellan et d'Onyx... Oh! Ça, c'est un spoil. Je vais pas en parler plus que ça. Mais c'est juste pour dire que il arrive quelque chose, ça aurait pas dû se passer. Parce que moi, à mon avis, pour vraiment avoir une bonne fin, elle aurait dû arrêter ça là. Mais non, elle a continué. Bon, c'est sûr, quand une série marche bien et qu'elle fait de l'argent, ben tu continues. Mais pour être honnête, par quelqu'un, j'en ai parlé avec quelqu'un qui l'a lu puis elle a dit bon, c'est pas terrible. C'est le genre de série pour faire de l'argent, mais bon, il y a aucune inspiration, aucune magie là-dedans. Mais bon, si vous êtes curieux, je vous propose de la lire. Moi, dans mon cas, j'hésite encore à la lire parce qu'il y a des séries qui m'attendent qui ont l'air meilleures que ça. Mais bon, c'est libre à vous. On passe au prochain. On enchaîne avec le prochain qui est Cavalier Vert de Kristen Britton, qui est une américaine. C'est une série qui se rapproche pas mal de L'Apprenti d'Araluen. En tout cas, ça reste pas mal dans la même optique. Sauf que là, je pense qu'on a affaire à un petit peu plus de magie surnaturelle que L'Apprenti d'Araluen. En tout cas, j'ai pas fini la série, ça se pourrait qu'il fasse affaire. Qui fait face à un moment ou à un autre. Mais ça, c'est... Bon, comme je dis, c'est pas mal un peu la même chose, sauf que ici, on parle de messager et non de rôdeur. Bon, ben, je vous lis ça. Carrigan Gledon, donc dans L'Apprenti d'Araluen, le personnage est un gars qui s'appelle Will, et là-dedans, c'est une fille qui s'appelle Carrigan. Jeune fille éprise d'aventure s'enfuit après avoir été exclue de son école pour avoir défié en duel le fils d'un gouverneur de province. Bon, je l'avoue, il le méritait. Elle croise alors un cavalier vert, l'un des légendaires messagers du roi, qui lui demande dans un dernier souffle de porter un message à son souverain. Donc, elle devient un cavalier vert à partir de ce moment-là, avec la bénédiction du type qui vient juste de mourir. Donc elle fait serment de le remettre en main propre, scellant ainsi son destin. Comme je dis, scellant ainsi son destin, ça veut dire qu'elle finit par en devenir une. Car elle est soudain magiquement investie de la mission qu'elle vient d'accepter. Devenir un cavalier vert. En gros, c'est ce que je dis. Dès lors, traquée par des assassins au service d'un mystérieux sorcier impliquant magie noire, Carrigan ne peut compter que sur sa fidèle monture
qu'elle appelle Cheval. Cheval s'appelle Cheval. Ouais. Mais bon, elle finit par apprendre plus tard qu'il y a un autre nom, mais bon, elle veut... Ou je me souviens plus, elle appelle par son vrai nom, je sais plus. Dans le premier tome, c'était tout le temps Cheval. Rien ne peut compter sur sa fidèle monture et les mystérieux pouvoirs qu'elle va se découvrir. Je pense qu'il y a 6 tomes dans cette série. Et... Ah, sérieux, j'ai vraiment adoré. J'ai lu le 1 et le 2 et... J'avoue, dès que j'ai la possibilité, je vais continuer cette série parce qu'elle est tellement bonne. À moins que je vais recommencer du début parce que je ne sais plus très bien ce qui se passe. Pour l'écriture, c'est bien, on lit pas mal. C'est une belle petite brique à lire. Et je dois avouer que la romance est un peu... comment dire? Un peu... C'est quoi le bon mot? Un peu subtil. J'ai eu du mal à cerner c'est qui qu'elle aime vraiment. Mais bon, en même temps, j'ai juste lu 2 tomes. Mais bon, une autre belle série que je vous recommande aussi, c'est bon avec ce que j'ai comme souvenir. En même temps, si j'ai lu le deuxième tome aussi, c'est que j'aimais ça. Donc, voilà une autre belle série à découvrir. On enchaîne avec un autre roman québécois, j'ai appelé Allégracia. Écrit par Dominique Bellavance des éditions Les Six Brumes, qui est effectivement une édition québécoise qui a son bureau à Sherbrooke. Bon. C'est une série que la première édition avait 4 tomes, et deuxième édition en a 3. Mais bon, je me suis ramassée avec le premier tome, le deuxième tome, partie 2, partie 2, et avec la nouvelle édition, le tome 2 et le tome 3. Donc je me dis, ça sert un peu à rien d'acheter la nouvelle édition du tome 1 parce que je l'ai déjà. Bon, je vous lis ça et ensuite je vous donne mon avis dessus. Au sein d'un univers où la magie influence le cours de puissantes dynasties, Allégracia et sa sœur Cynthara vivent dans un isolement imposé par leur mère, au bord de la mer. En harmonie avec son environnement, Allégracia passe ses journées à danser en compagnie des oiseaux. À l'opposé, Cynthara rêve d'échapper à cette prison pour découvrir le monde fabuleux qui les entoure, le continent coloré. Ouais, comme le nom du continent le dit, les endroits, genre en jugé par la carte, tu vois que il y a des couleurs partout. T'as le plateau doré, la contrée bleue, les bois verts et l'argenté, les collines aux aurores pourpres, la vallée rouge. C'est pas mal ça. Donc oui, c'est pas mal en lien avec les couleurs. Bon, j'imagine que si elle s'appelle de même, c'est aussi à cause que, comme par exemple dans la vallée rouge, c'est probablement un désert où que les tons sont un peu vert cuir. Non, rouge cuir, pardon. Okay, voilà. Bientôt, alors que les jeunes adolescentes décident de briser les règles, les portes de l'extérieur s'ouvrent, révélant des merveilles et périls jusqu'alors insoupçonnés. Sombre guerrier porteur de pouvoirs surnaturels, créature humanoïde aux origines mystérieuses, voyageur aux multiples secrets, ne voilà que quelques-uns des personnages rencontrés sur la route qui mène Allégracia à la découverte d'une partie trouble de son existence, son passé. Mais comment une jeune fille seule peut-elle affronter son destin, surtout lorsque celui-ci semble faire la convoitise de forces armées de malveillance? Il faudra des alliés. Voilà. Je dois avouer qu'au début, j'ai eu un petit peu de misère à rentrer dedans parce que je dois avouer que l'intro était pas mal longue. Je me disais, voyons, quand est-ce que l'action commence? À ce moment-là, il venait juste de sortir, j'étais encore jeune, peut-être en secondaire, j'ai pas eu assez de patience pour continuer. Mais la deuxième fois que je l'ai relu, voilà un âge, je pense, j'ai fini par passer au travers et l'action arrive et t'es servi, t'es clairement servi.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les chapitres sont faits différemment. Donc, nous avons 8 chapitres, mais qui est quand même long. Donc, imagine, un roman de cette taille, 8 chapitres, ça doit être des longs chapitres. Ouais, en en juger par la différence de pages entre chaque, c'est qu'il y en a des pages. Ouais. 17, 65, 112, 154, 209, 274. Donc ici, il y a genre 60, au moins 70 pages entre les deux. 335 et 407. Donc c'est pas mal ça. Ben, ils se sont pas mal repris dans la deuxième édition. Donc nous avons ici chapitre 7. Donc il n'y a pas une table des matières. Non, il n'y a pas de table des matières. Donc ici nous avons... Bon, le roman est séparé en plusieurs parties. Je viens de voir la première partie de ça. Donc, ce que je tiens dans les mains, c'est le tome 2. Que, effectivement, j'ai lu, mais que le twist à la fin, il m'a fait dire est-ce que j'ai envie de poursuivre? Bon, j'imagine que je vais poursuivre à un moment donné, quand que le cœur va m'en dire, mais je sais pas, je joue pas avec mes espoirs de même. Je sais pas. Pour moi, la romance, c'est quand même quelque chose d'important, alors je joue pas ça avec moi. Mais bon, j'imagine que je vais pas mal passer outre ce détail-là, je vais continuer la série jusqu'à la fin. Mais, je sais, elle mérite quand même de se finir. C'est quand même une bonne série. Je l'ai vraiment aimée jusqu'à ce bout-là, mais... Vraiment, c'est bon, je vous la recommande. Ouais, on se dit, c'est des romans québécois, c'est pas si bon que ça. Mais en fait, oui. Oui, Les Chevaliers d'Émeraude et Allégracia, c'est pas mal de bon. Aussi, je vous les recommande tous les deux. D'ailleurs, j'ai une autre série québécoise aussi qui attend dans une autre catégorie. Bon, ben, c'est ça pour Allégracia. On passe au prochain. On enchaîne avec le dernier livre de cette vidéo. La première vidéo, c'est Fantasy pure. On va rester dans cette catégorie-là. Dans cette catégorie-là pour cette vidéo. Bon, je vais finir par y arriver. Et il s'agit de la série ZA. Ou ZA avec un accent circonflexe. Il est au bout de ma table. Et voilà. Donc, c'est ça. Donc ici, nous avons l'édition normale. Et ici, la première édition. Ce qui change pas mal des deux, c'est que ici, le nom, c'est Zaha. Et ici, c'est Zan. Qu'est-ce que j'ai fait pour me rendre compte? La petite histoire, en fait, c'est que j'ai lu le résumé de cela et j'ai vu des mots semblables, comme par exemple le styrix, nolsiniam, des mots comme ça, genre. Je me dis, est-ce que c'est la même chose? Alors, j'ai ouvert le livre à la première page. Bon, déjà, les cartes sont pareilles. Tu ouvres le livre, les cartes sont pareilles. Donc, trouver un moyen de le mettre, là. Bon, la première carte et la deuxième carte ici. Comme vous voyez, c'est la même chose. C'est la même chose et les premiers mots, c'est... Bon, pour le plus gros, c'est l'homme à bout de souffle, regardant derrière lui sans cesser de courir. Et dans le petit ici, c'est à bout de souffle, l'homme regardant derrière lui sans cesser de courir. Donc, t'as pas vraiment de virgule qui gâche un peu tout. Ben, ce que j'appelle aussi le bout de phrase qu'on met normalement un marqueur de relation. Ils ont décidé de mettre le marqueur de relation en gros au début, comme ça t'as pas d'interruption dans la phrase. Et c'est pas mal ça. Bon, maintenant c'est... Dites-vous que 6 petits tomes comme ça se retrouvent là-dedans. Donc c'est sûr qu'il y a des choses qui vont pas se retrouver. Mais je trouvais ça pertinent de vous en parler. Bon, on enchaîne avec le synopsis. C'est dans la plus grande
la plus parfaite insouciance que Za a grandi. L'adolescence ne lui a pas inculqué davantage de maturité et plutôt que d'aider ses parents, il s'amuse en compagnie de son ami à défier la déesse Xi qui hante les déserts du Zahor. Donc le Zahor, c'est où est-ce qu'il habite. Et c'est-tu Dieu dans la carte? Je le trouve pas. Bon. Ah oui, il est ici. Regardez, il y a une petite île ici. Il est écrit Zahor. Bon, il est écrit à l'envers, mais c'est ici. Mais sa vie bascule lorsqu'un homme à la peau bleue, blessé à mort, est porté par un immense oiseau. Donc on est pas mal tout sauf réaliste, ouais. Lui met au poignet un étrange bracelet qu'il doit porter jusqu'à Antara, la capitale du continent Nosiliam, les Terres claires. Donc, comme je dis, le Stérix tantôt, c'est le fameux bracelet qu'il porte ici. Pas si vous voyez là, mais ici. En apparence anodin, ce long voyage se révèle pourtant loin d'être tout repos. Le garçon n'en finit plus de découvrir à quel point le Stérix excite les convoitises. Le Zamorin en particulier, grand maître des terres de l'ombre, est prêt à tout pour se l'approprier et sa cruauté n'est plus à démontrer. Qu'est-ce qu'il disait? Ah oui. Le sanguinaire Zamorin, maître suprême de la terre de l'ombre. Donc c'est pas mal les mêmes mots. Bon. Sinon la série est bonne, j'ai vraiment aimé ça. J'ai dévoré les 6 tomes. C'était bien bon. Sauf que j'ai des petits doutes par rapport à la page couverture du premier tome. Normalement, le premier tome, tu vois le personnage principal. Et tu vois les autres, ça montre les autres personnages. Mais bon. Le personnage principal, il est où dans cette page couverture? Il est ici. Non, ça c'est Nélis. Donc, il est ici. Déjà, comment ça se fait qu'il est aussi petit? Alors, le deuxième tome, ils sont vraiment repris. Donc, on voit vraiment Za ici, dans une posture de combat. Puis, on voit le Stérix qui porte juste ici. Donc, ça aurait fait une bonne page couverture. Sauf que je me demande si le monstre derrière, il affronte pas dans le tome 2, justement. Donc, j'imagine que lui, c'est juste un type qui court après. Genre pourquoi il a accordé la page couverture du premier tome, je sais pas. Donc, à part ça, c'est bon. La romance, ça vient un peu plus loin, mais c'est bien dosé. Elle a bien fait sa job. Comme je l'ai dit, Elodie Tirel, c'est l'autre livre dont je vous avais parlé. Donc, ça se lit bien, mais souvent, ces petits livres de même, ça se lit super bien. Bon, il n'y a pas grand-chose d'autre à lire, à dire. Lisez ça, c'est vraiment bon. Ce qui conclut cette vidéo, mais inquiétez-vous pas, je vais vous laisser les autres catégories en d'autres vidéos aussi. Parce que j'avais prévu de faire une énorme vidéo, une seule vidéo avec toutes les catégories. Mais je me rends compte que ça serait un peu long et que les gens perdraient un peu le fil. Donc j'ai décidé de séparer ça en petites vidéos. Donc c'est fait, il n'y a plus grand chose à dire. On se revoit la prochaine fois pour la fantaisie urbaine et le fantastique. Salut! Espérant que vous avez apprécié, je vous invite à laisser un commentaire, à liker la vidéo et abonnez-vous. C'était John Aria et compagnie et je vous souhaite une bonne journée.